15 millions de plants seront mis en terre à travers le pays. C'est ce que prévoit la 29e édition de la campagne nationale de reboisement. Lancée aujourd'hui à Tienfala par le Premier ministre, l'événement attire l'attention sur les effets de la déforestation. Au Mali, chaque année, 400 000 hectares de forêt disparaissent à cause de la coupe des arbres. 3 239 nouveaux sergents de police prêts à servir le pays. Ils viennent de boucler leur formation commune de base et professionnelle. Baptisée Feu adjudant-chef-major Antanas Kone, cette 29e promotion compte 1014 femmes, parmi elles la major de la promotion. 5 tonnes de sucre saisies par la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. Le sucre était destiné à l'approvisionnement d'une unité industrielle qui le revendrait plus cher sur le marché. Une fraude détectée grâce à la vigilance des agents de la DRCC de Bamako. Confection et vente de faux titres de voyage au niveau de la compagnie de transport ferroviaire. 5 agents viennent d'être arrêtés par la brigade de recherche de Kati. Ils sont suspectés de participation dans une entreprise illicite de production et de vente de billets de train. Sport football, les Aigles du Mali, déjà qualifiés, reçoivent demain au stade du 26 mars le Soudan du Sud. Le match se joue au compte de la dernière journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. La rencontre est prévue à 19h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue. Nous commençons ce journal par un communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir. Ibrahima Traoré, bonsoir. Bonsoir, Salimata Daou. Avec vous, la lecture du communiqué. Le gouvernement de transition a le profond regret d'informer l'opinion que ce jeudi 7 septembre 2023, le bateau Tombouctou et la position des forces armées maliennes de Bamba dans la région de Gao ont fait l'objet d'attaques revendiquées par les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le bilan provisoire fait état de 49 civils et 15 militaires tués, des blessés ainsi que des dégâts matériels sur le bateau. En riposte à cette double attaque, une action combinée aéroterrestre de nos vaillantes femmes a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes. En outre, des dispositions immédiates ont été prises pour évacuer tous les passagers, les blessés et sécuriser les lieux qui font toujours l'objet de ratissage et de surveillance. En cette douloureuse circonstance, son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le gouvernement et le peuple malien présentent leurs condoléances les plus émues aux familles des personnes décédées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Ces attaques illustrent une fois de plus la barbarie et la lâcheté des terroristes qui fuient l'offensive des femmes et s'attaquent à des objectifs civils vulnérables. Le gouvernement de transition réitère son engagement sans faille à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes et à poursuivre la réalisation des objectifs de la transition, seule voie salvatrice de refondation de notre patrie. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fin à Bamako le 7 septembre 2023. Et puis ce décret présidentiel qui vient de nous parvenir également, décret numéro 20-23-04-86 PTRM du 7 septembre 2023, déclarant un deuil national. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète, article 1er, un deuil national de 3 jours à compter du vendredi 8 septembre 2023 à 0 heure est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires de l'attaque terroriste perpétrée contre le bateau Tombouctou reliant Gao à Mopti le jeudi 7 septembre 2023. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil.
article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 7 septembre 2023, signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Salimata Daw. Merci, Ibrahim. Audience à la présidence. La secrétaire exécutive de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma a été reçue ce matin par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Hawa Ao est venu informer le chef de l'État sur la situation actuelle de l'organisation qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'entrevue a porté notamment sur la crise multidimensionnelle à laquelle sont confrontés les trois États. Hawa Ao est au micro de Mariam Kouni. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être reçus aujourd'hui par son Excellence le chef de l'État, le président de la transition. Il y a eu beaucoup de points de discussion, mais le plus important déjà est, comme vous le savez, le contexte actuel entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est une situation pour laquelle on devrait réfléchir et c'est vraiment cette coopération qui a d'abord créé du Liptako-Gourma et donc maintenant avec toute la crise multidimensionnelle à laquelle nous faisons face, il fallait bien qu'on puisse en discuter. Donc le chef de l'État a donné tout son accord à nous accompagner et nous allons travailler pour voir comment est-ce que nous pourrons joindre les forces avec les trois États et redynamiser cette institution pour qu'elle réponde aux besoins actuels. Comme toute institution, on a des instances statutaires. Donc, il y a une conférence des chefs d'État, il y a un conseil des ministres dont le ministre des Mines est le président en ce moment. Donc, il faudrait qu'on puisse regrouper d'abord ces instances-là pour prendre les décisions idoines pour toutes les décisions ou les engagements qui sont en train d'être pris en ce moment entre nos trois États. Je l'annonçais dans le sommaire, le Mali perd chaque année 400 000 hectares de forêt à cause de la coupe, de la commercialisation et de l'utilisation du bois, du chauffe et du charbon de bois. Un chiffre alarmant donné ce matin lors du lancement par le Premier ministre de la 29e édition de la campagne nationale de reboisement. Cette campagne lancée à Tienfala dans la région de Koulikoro prévoit la mise en terre d'environ 15 millions de plants à travers le pays. Fousseni Tunkara. Nous sommes dans la forêt classée de Tienfala d'une superficie d'environ 3000 hectares. La localité est choisie cette année pour procéder au lancement de l'édition 2023 de la campagne nationale de reboisement. Au total, il est prévu à travers le pays de procéder à la mise à terre d'environ 15 millions de plants. C'est le chef de gouvernement en personne qui a donné l'exemple en plantant son arbre et celui du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Des gestes suivis par plusieurs autres personnalités, dont les membres du gouvernement. Cet intérêt des autorités est une manière de tirer la sonnette d'alarme. Selon les estimations de la Direction générale des eaux et forêts, notre pays perd chaque année 400 000 hectares de forêt à cause de la coupe, de la commercialisation et de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois. Le défrichement agricole qui est à l'origine de la disparition de 100 000 hectares de forêt par an reste une autre préoccupation de mon département. Sur les 32 millions d'hectares de forêt recensés au Mali en 2002, il reste actuellement aujourd'hui que 17 millions d'hectares. Arbres, ressources du futur, c'est la thématique mise en avant cette année par le département de l'assainissement. Le ministre Samaké est revenu sur les motivations de ce choix. Mon département a voulu mettre la lumière sur les effets des changements climatiques qui sont désormais reconnus comme une réalité par l'ensemble de la communauté scientifique. La température en hausse et les phénomènes météorologiques extrêmes prouvent en suffisance qu'il est temps de sortir de l'inertie et de l'inaction pour agir. Dans cette lutte contre le changement climatique et la dégradation des ressources naturelles, le Mali est épaulé par certaines organisations internationales et aussi par les initiatives privées. Ses partenaires ont pris part à cette cérémonie de lancement. Cette occasion m'offre l'opportunité de saluer et soutenir une nouvelle fois de plus les autres autorités maliennes pour les efforts d'inverser la tendance de la dégradation des ressources naturelles à travers des actions d'amélioration de la couverture végétale et de la conservation des ressources de la diversité biologique. Je voudrais ici exprimer, au nom des partenaires techniques et financiers, à accompagner le gouvernement de la République du Mali pour soutenir ces efforts de gestion durable
des ressources naturelles vers une trajectoire de développement sobre. Le taux de réussite de la campagne précédente est estimé à 56%. Le chef du gouvernement salue les efforts, mais invite le département de l'environnement et ses partenaires à renforcer les actions de sensibilisation auprès des communautés pour un taux de réussite plus supérieur. Restons à Tienfala où le Premier ministre a présidé ce matin la cérémonie de lancement de la journée nationale de reboisement. La journée qui a pour thème l'arbre ressource du futur a été l'occasion pour le chef du gouvernement de mettre l'accent sur la place de l'arbre et des forêts dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Écoutons le Premier ministre au micro de Alousseni Touré. La cérémonie qui nous réunit ce matin constitue, à n'en pas douter, la volonté politique des hautes autorités de la transition du Mali, de toutes les autorités de la transition, le gouvernement, le Conseil national de transition, de sensibiliser les populations sur le niveau de dégradation des ressources forestières et fauniques et l'urgence à intensifier les activités d'amélioration du couvert végétal. Le taux de réussite moyen des campagnes passées, à savoir 56% comme le ministre vient d'en parler, est moyennement satisfaisant. Alors, j'invite le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à plus d'implication dans le suivi de la mise en œuvre des activités énoncées dans la présente édition pour atteindre un taux satisfaisant lors du bilan de la prochaine édition. Et il y a des doléances qui ont été posées par la société là tout de suite, après avoir rassuré le ministre de ces femmes que le gouvernement intend de faire tout ce qu'il faut sous l'impulsion de votre ministre de l'Environnement pour que la forêt revienne aux Maliens et non à des individus. Vous savez avant ce que les gens faisaient, quand une zone est une zone agricole, une zone forestière, il se trouve des politiques qui fabriquent des textes pour changer la vocation de la zone, pour aller les vendre comme des titres fonciers, simplement parce que il a le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, ça appartient à qui? Ça appartient au peuple. C'est le peuple qui vote pour mettre les gens. Donc il faut installer. Il utilise ce pouvoir pour faire autre chose. Nous allons donc creuser jusqu'au bout, jusqu'à celui qui a donné ces terres-là. Restituer ces terres-là aux populations maliennes et demander au monsieur de rendre compte au peuple malien. Même s'il est à la retraite, on va aller le chercher. Parce que c'est de cette façon-là qu'on a détruit notre pays. Nous n'allons plus accepter cela. C'est valable pour les rails, c'est valable pour les titres, pour les forêts classées, c'est valable pour tous les domaines de l'État. La deuxième phase du processus de retrait de la MINUSMA au Mali a commencé ce mois de septembre. Pour faire le bilan de la première étape, les membres du comité de pilotage interministériel se sont réunis aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les membres du gouvernement de faire des projections pour la deuxième étape du processus qui s'achève le 31 décembre 2023. Pour plus de précisions, écoutons le ministre Abdoulaye Diop. Il est au micro de Mamadou Fane. La rencontre d'aujourd'hui, c'était la réunion du comité interministériel chargé du pilotage du retrait de la MINUSMA. Le gouvernement a mis en place ce mécanisme pour pouvoir prendre les décisions, superviser l'ensemble de ce processus. Du mois de juin à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été accomplis, beaucoup de travail qui a été accompli par nos équipes, tant au plan ministériel qu'au plan technique. En accord avec nos partenaires de la MINUSMA, nous avons adopté un plan de retrait en deux phases. La première phase de ce plan de retrait était censée s'achever à la fin du mois d'août, ce qui a été atteint. L'objet essentiel de la réunion d'aujourd'hui, c'était de faire le bilan de cette première phase. Et nous avons reçu le rapport de nos équipes d'experts par rapport au bilan de cette première phase.
dont nous pouvons nous féliciter par rapport aux résultats qui étaient fixés au début. Le premier point concernait surtout le transfert des camps. Et vous avez vu que la première phase de transfert des camps s'est effectuée sans grande difficulté. Les forces de défense et de sécurité maliennes se sont montrées à la hauteur et ont pris possession de ces camps pour pouvoir continuer à jouer leur rôle régalien de protection des personnes et des biens. Dans cette première phase aussi, il y a eu des rotations de contingents militaires comme de contingents civils, qui est aussi à un niveau appréciable. Un des éléments essentiels, c'était la mise en place par le gouvernement d'une stratégie d'atténuation de l'impact socio-économique qui devait pouvoir aider nos compatriotes de localités qui sont concernés pour pouvoir faire face à l'impact du retrait de la mission qui pourrait toucher nos compatriotes qui sont affectés par la situation. Les ministres ont pris possession de cette stratégie, ils l'ont entendu. On a examiné les termes de référence que nous avons entérinés. Et d'ailleurs, dans ce cadre, il y a une délégation ministérielle qui va se déplacer sur les zones d'opération de la MINUSMA pour pouvoir rencontrer tous les acteurs. Nous avons examiné un projet d'accord qui doit être conclu entre la MINUSMA et le gouvernement du Mali, un accord cadre qui doit gouverner tout le processus de transfert des camps, de matériel et de sites. Donc les choses avancent bien. Sortis de la 29e promotion des élèves sous-officiers de police. Ils sont au total 3239 éléments, dont 1014 femmes, à boucler leur formation commune de base et professionnelle. Et ces nouveaux éléments de la police nationale viennent de prêter serment. Le point avec Aridju Martina et Abdoulaye Diarra. Moment hautement symbolique et de fierté pour les nouveaux sergents de police qui bouclent leur formation. Sur un effectif initial de 3250 personnes, 3239 militaires élèves sous-officiers, dont 1014 personnels féminins ont été déclarés admis à l'issue de la formation commune de base de 5 mois, suivie d'une formation professionnelle de 11 mois. Je tiens à féliciter et à rendre un vibrant hommage aux formateurs et encadreurs pour tant de sacrifices consentis pendant toutes les étapes de cette formation. Au personnel du service de santé et des autres militaires de police et civils de l'école qui, de jour comme de nuit, se sont pleinement engagés pour la réussite de cette formation, je leur dis merci. À vous, militaires, élèves sous-officiers de police, au nom de l'ensemble du personnel de l'École nationale de police et à mon nom propre, nous vous souhaitons plein succès dans votre nouvelle vie professionnelle. Cette 29e promotion des élèves sous-officiers de police a été baptisée promotion Feu adjudant-chef Antanas Kone. Un guerrier intrépide qui a opposé une résistance féroce aux terroristes lors de l'attaque du poste de contrôle de Hermakono. C'est en voulant sauver son véhicule équipé d'une arme collective qu'il a reçu plusieurs balles et il a succombé des suites de ses blessures. Son exploit doit inspirer ces jeunes sous-officiers à lutter avec détermination pour endiguer le fléau du terrorisme dans notre pays. Et c'est pourquoi nos plus hautes autorités ont décidé de baptiser votre promotion du nom de ce très valeureux militaire de la police nationale. C'est Khadija Traoré qui a été major de la promotion, suivi de Kader Eladj Traoré et Moussa Sissé. Durant leur formation, les stagiaires ont bénéficié de l'accompagnement nécessaire afin qu'ils soient à la hauteur des attentes pour relever les nombreux défis sécuritaires. Ces jeunes policières et policiers présents devant vous ont désormais acquis les connaissances techniques et tactiques de base, leur permettant d'avoir l'endurance physique appropriée pour traquer sans répit les malfaiteurs. La seconde phase, bien entendu, est celle de la formation professionnelle qui a entre autres mis l'accent sur la nécessité d'instaurer un climat de confiance entre la police et la population. Difficile d'imaginer une sortie de promotion sans quelques exercices de démonstration pour régaler l'assistance. Différents numéros ont ainsi été montrés au public.
des techniques de saut en longueur, les cercles de feu, les techniques de pointe, les techniques de progression et de maniement d'armes. Le processus de renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité continue d'occuper une place de choix dans les actions des plus hautes autorités. Aujourd'hui, la police vient d'avoir un effectif supplémentaire de 3239 éléments. Donc ça nous permet de mener à bien nos missions. Vous savez, nous avions des missions multiples, beaucoup de missions à mener. Et c'est avec les effectifs, le personnel, les moyens humains et ensuite l'équipement qu'on peut mener à bien ces différentes missions. Je tiens tout d'abord à féliciter au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les nouveaux promus, au nom de toute la hiérarchie militaire, du ministre de la Défense, du chef d'état-major général des armées ici présent, les féliciter, les encourager et leur dire que c'est le plus facile qui vient de prendre fin. Ça, c'est la formation. Le plus difficile qui est la production doit bientôt commencer. Donc je les exhorte par la même veine d'avoir beaucoup plus un esprit d'engagement, un don de soi, un esprit patriotique. Et c'est dire qu'aujourd'hui, personne ne viendra faire ce travail à notre place. Nous avions cette mission de la défense opérationnelle du territoire. Nous avions aussi cette mission régalienne de la protection des personnes et de leurs biens. Le défilé militaire, marqué par le passage de sections de plusieurs unités, a mis fin à cette cérémonie de sortie. Ce communiqué, le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents ont appris avec consternation l'attaque complexe contre le bateau Tombouctou. Le CNT condamne cette attaque barbare et lâche. Il présente ses condoléances aux familles des victimes civiles et militaires et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le Mali célèbre demain, 8 septembre, la journée internationale de l'alphabétisation. La journée est instituée en 1965 par le Congrès mondial des ministres de l'éducation tenu à Téhéran, en Iran, sous l'égide de l'UNESCO. L'objectif est de trouver des solutions au manque d'accès à l'éducation et à l'alphabétisation dans le monde. À cette occasion, suivons le message du ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savané, des propos recueillis par Nouhoum Sissoko. Cette année, à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation dans notre pays, le thème choisi est « Alphabétisation au service du peuple pour une meilleure valorisation de nos langues nationales ». Ce thème s'insère parfaitement dans l'actualité nationale et ses enjeux. En effet, l'article 31 de la Constitution promulguée par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le 22 juillet 2023, consacre nos langues nationales, langues officielles du Mali. Ce nouveau statut qui vient de leur être ainsi conféré participe de la vaste refondation que les autorités du Mali ont initiée. L'alphabétisation dans les langues nationales constitue l'une des voies qui conduisent à la maîtrise de notre destin, de notre souveraineté nationale. Le succès des réformes institutionnelles et politiques et le relèvement du niveau d'éducation des populations sont étroitement liés au niveau d'instruction de ces mêmes populations. En matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle, des efforts importants ont été consentis sur le terrain par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires. Les centres d'alphabétisation fonctionnelle, les centres d'éducation pour le développement, les centres d'apprentissage féminin et le centre d'éducation pour l'intégration constituent les structures éducatives du sous-secteur de l'éducation non formelle. Dans ces cadres, des résultats solides ont été engrangés en matière d'alphabétisation au Mali. Des milliers de femmes ont été formées et continuent à l'être à la gestion d'activités génératrices de revenus. Pour booster davantage l'alphabétisation
il importe que tous les secteurs de développement de l'État inscrivent dans leur programme des projets d'alphabétisation. 5 agents de la Société du patrimoine ferroviaire viennent d'être arrêtés. Ils sont suspectés de participation dans une entreprise illicite de confection et de vente de faux titres de voyage au niveau de la compagnie de transport ferroviaire. Ce coup de grappin est la conclusion d'une enquête menée par les éléments de la brigade de recherche de Kati. Les précisions de Bemba Sibi. À la reprise des activités ferroviaires, les vieux démons se réveillent. En effet, certains agents véreux de la Société de patrimoine ferroviaire Sopafer se sont lancés dans une entreprise illicite de confection et vente de faux titres de voyage. C'était sans compter sur la vigilance des éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Kati qui viennent de mettre le grappin sur certains de ces malfaiteurs. En date du 2 septembre, vers 19h, nous avons été informés par un de nos informateurs anonymes, selon laquelle il y a des faux tickets qui sont en train d'être vendus à l'instant au niveau de la gare ferroviaire de Kati. Une équipe a été dépêchée sur les lieux et qui a été interpellé un suspect. Nous avons procédé à une perquisition au niveau de son bureau qui nous a conduit à la découverte de 19 carnets de titres de voyage. L'audition de ce dernier a permis d'interpeller 4 autres suspects. Il a donc fallu plusieurs sifflements de la locomotive pour mettre fin à cette entreprise de vol organisée. Une opération rendue possible grâce, une fois de plus, à la collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité. Il y a eu d'abord une parfaite collaboration entre notre service et d'autres services. Avec la population, nous sommes en parfaite collaboration. Sans elle, rien ne sera facile. Une veille citoyenne qui facilite le travail de police des forces de sécurité. Selon les premières informations dans cette affaire de faux et usage de faux, cette activité de vente illicite de titres de voyage concerne plusieurs gares ferroviaires entre Bamako et Kaï. Les dossiers de ces prévenus sont transférés au procureur de la République de Kati pour la suite de la procédure. Avec la reprise du trafic ferroviaire, les acteurs notent de nombreuses difficultés. Au-delà de la vente illicite de titres de voyage, il y a la falsification des tarifs des billets. Pour stopper ce genre de pratiques est prévue la digitalisation des tickets ou encore le système de vidéosurveillance dans les gares. Pour plus de précisions, écoutons la ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé et Madina Sissoko au micro de Bemba Sibi. Le trafic ferroviaire voyageur est un transport social déficitaire pendant la phase de relance. L'État a accordé une subvention d'exploitation d'environ 1,4 milliard. Cependant, nous faisons face à de mauvaises pratiques qui ont contribué à l'arrêt du trafic depuis 2018. Il s'agit entre autres des spéculations sur la vente des billets. On a constaté que, comme les gens l'ont dit sur les médias, des billets qui sont vendus à des prix qui ne sont pas fixés dans les barèmes promulgués par la direction de la Société des patrimoines ferroviaires. Et ensuite, nous avons été confrontés à la fraude dans la perception des recettes d'expédition des colis. Les colis, on a fixé un barème aussi par kilogramme et par trajet. Et nous sommes confrontés aussi à la falsification des tarifs pleins des billets. Parce que le fait qu'il y a une tranche qui est donnée, donc on a constaté que des gens qui ne sont pas d'un cadre ont les tickets d'autres cadres. Donc ça, c'est la falsification des tarifs pleins des billets. Nous sommes confrontés à des cas de vol qui ont été signalés. Et ensuite, la confection et la vente des billets parallèles. Donc les dispositions prévues par les textes en vigueur, parce que la Société de patrimoine ferroviaire a signé une convention d'exploitation avec l'État. Donc cette convention d'exploitation a à son annexe des textes
le fait que ça a été adopté en Conseil des ministres, qui peuvent nous permettre de prendre certaines dispositions. Nous avons décidé, après ces constats malheureux, de digitaliser les tickets nominatifs. Désormais, chaque billet, les billets vont être digitalisés et les noms seront inscrits sur les billets. Et ensuite, la mise en place d'un système de vidéosurveillance au niveau de l'ensemble des gares et même dans les voitures. Et ensuite, l'étiquetage de l'ensemble des colis avec le poids qui va être affiché sur les colis. Et ensuite, l'installation des capteurs au niveau des magasins de stockage. Et ensuite, la multiplication, les renforcements des visites inopinées au niveau des fourgons voyageurs. Le ministre en charge des Sports a reçu les Aigles sourds-muets au Palais des Sports Salamatou Maïga. Les champions d'Afrique de la zone CEDEAO ont saisi l'occasion pour présenter leur trophée au premier responsable du département des sports, suivant le compte-rendu signé Salif Diakité. Ambiance festive au Palais des Sports Salamatou Maïga pour magnifier le sacre de l'équipe nationale sourd-muet du Mali à la CAN de la zone CEDEAO. De retour au Bercail quelques jours après leur razzia en Côte d'Ivoire, où ils ont fait main basse sur toutes les récompenses, les Aigles sourds-muets sont venus présenter leur trophée au ministre en charge des sports. L'émotion et la joie sont au rendez-vous. Lorsqu'ils nous quittaient il y a quelques jours pour aller à la compétition, ils nous avaient promis la coupe. Et ils sont revenus avec la coupe. Ils ont tenu parole. Ils ont haussé haut le drapeau du Mali. Ils ont fait la fierté du Mali et ils sont revenus avec la coupe. Vraiment, on ne pouvait pas demander plus que ça. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'eux. Le président de la transition est très fier d'eux. Par la voix du sélectionneur Noun Keïta, l'équipe est contente de cet accueil et du soutien de l'État à ces sportifs considérés également comme des ambassadeurs du Mali. Nous saluons aussi les membres de la fédération pour tout le support et l'appui qu'ils font auprès de ces jeunes-là. Je pense que c'est tous ces encadrements, tous ces appuis, tout cet amour qu'ils partagent avec eux. Je pense que tout ça a contribué d'une manière ou d'une autre à ce qu'aujourd'hui, nous soyons champions de l'Afrique de l'Ouest. Nous prions pour la suite et nous prions pour nos autres équipes. Si vous suivez mon regard, je regarde vers Abidjan encore. N'oubliez pas, cette coupe vient d'Abidjan. On va aller récupérer l'autre coupe qui est restée à Abidjan. Il faut qu'on se concentre sur ça. On va travailler sur ça, Inch'Allah. On va tout faire pour l'avoir. Au cours de cette cérémonie solennelle, les convives du jour ont remis des cadeaux symboliques aux premiers responsables du département des sports. Les Aigles sourds-muets mettent désormais le cap sur la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Égypte en décembre 2023. Le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Habib Dakou est venu remettre au ministre Fomba sa lettre de démission. L'organisation fêtière de la jeunesse du Mali est plongée depuis un certain temps dans une profonde crise. Il est au micro d'Ibrahim Kaoukonati. Depuis le 1er mai 2021, je suis à la tête du Conseil national de la jeunesse du Mali. Et cela a été rendu possible à la faveur d'une conférence nationale extraordinaire tenue à Bougouni à la même date. Durant 2 ans, 3 mois, 1 semaine, avec mon équipe du comité exécutif, nous avons eu la responsabilité d'exécuter un certain nombre de tâches, à savoir faire la relecture des textes du Conseil national de la jeunesse du Mali, procéder à l'unification des différentes factions et mettre en place une commission de renouvellement et qui serait en charge de l'organisation du 7e congrès ordinaire du Conseil national de la jeunesse du Mali. L'heure n'est pas au bilan aujourd'hui, mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de difficultés qui ne nous ont pas permis d'aller au terme de la mission ou des différentes missions. Mais malgré les difficultés multiformes, nous avons fait ce qui est à notre possible. Nous avons, dans un premier temps, mis en place et mis en route une commission de relecture des textes du CNJ, une commission d'unification
nationale et une commission de renouvellement des instances de base qui avait aussi la charge d'organiser le 7e congrès ordinaire du CNJ. Dans cette foulée est intervenue la fermeture du siège et la suspension de toutes nos activités par la Direction nationale de la jeunesse du Mali à travers la lettre numéro 26, ministère de la jeunesse DNJ du 17 août 2023 que nous avons finalement reçu le 18. À cette décision de notre allié principal se greffe une crise profonde, tantôt endogène, tantôt exogène, qui a failli emporter notre bien commun. À ce stade crucial de la vie de notre organisation, des décisions objectives s'imposent et qui tranchent avec le sentiment. Ainsi, en tenant compte des conseils, des suggestions relatives à une des sorties de crise par des personnes de ressources, je décide, à partir de cet instant, et en toute responsabilité, de démissionner de mon poste de président du comité exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Mali. Unis, nous bâtissons le Mali. Que bon Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Hors de Bamako, le gouverneur de la région de Mopti a donné le premier coup de pioche des travaux de rénovation du stade Omnisport Barema Bokoum, une promesse du président de la transition qui vise à faire du sport un facteur de brassage et de cohésion sociale de la jeunesse du Mali. Reportage Omar Maïga et Suleiman Tepsougé. C'est aux environs de 10 heures que le gouverneur de la région de Mopti, le colonel-major Abbas Dambélé, a donné les premiers coups de pioche des travaux de rénovation du stade Barema Bokoum de Mopti. Un acte qui concrétise ainsi la promesse faite à Caille le 23 juillet dernier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le mythique stade Barema Bokoum, du nom de ce digne fils de la région, représente pour le Mopticien plus qu'un simple lieu de sport. C'est un lieu fédérateur, c'est un lieu de communion, bref, c'est une vraie école pour les Mopticiens. Et sa rénovation, sa réhabilitation par le président de la transition en dit long. Réalisé à la faveur de la CAN 2002, le stade Barema Bokoum de Mopti, après 21 ans d'exercice, fera peau neuve au grand bonheur du monde sportif. Le président de la transition, par la concrétisation de cette promesse de rénovation, de réhabilitation aux normes internationales, c'est-à-dire normes FIFA ou CAF, le mythique stade de Mopti, il valide juste un postulat, qui est lequel? Le postulat d'une jeunesse malienne en bonne santé, le postulat d'une jeunesse malienne épanouie, le postulat d'une jeunesse malienne au caractère trempé, à même d'assurer la relève. La mise en chantier des stades omnisports de Caille, Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou dénote de la ferme conviction du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de faire du sport un facteur de brassage et de cohésion sociale entre les jeunes du Mali. L'honneur au drapeau, le défilé des disciplines sportives ont été quelques axes forts de la cérémonie de lancement des travaux de rénovation du stade Barema Bokoum de Mopti. La ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle vient de procéder au lancement du programme de formation de 135 apprenants en coupe et couture du centre d'orientation. Le compte-rendu de Maïmouna Doumbia. Formés en l'espace de 3 ans, ces jeunes à travers le pays est un acte d'accompagnement des collectivités territoriales dans la conception et la mise en œuvre de leurs programmes sectoriels en lien avec l'emploi. Ce qui explique ce programme de formation et qui comporte plusieurs modules. Il y a au COPEC, il y a d'autres formations qu'on appelle la formation accélérée qui dure 1 an. Il y a le stylisme, le modélisme, la gradation et le matelassage. Cette signature de partenariat COPEC-ANPE, Agence nationale pour l'emploi et d'autres partenaires permettra aux jeunes de bénéficier des bourses d'études. Aussi, elle va amoindrir la tâche lourde assignée à l'Agence nationale pour l'emploi. Une belle initiative appréciée par son directeur général. C'est un programme insertion-formation qui, en fait, pour nous, a aussi un double objectif. Le premier, c'est d'abord l'insertion sociale. Et le deuxième, c'est la contribution, bien entendu, à la création de revenus, des emplois
par effet disséminateur à travers la mise en opérationnel des unités de coupe-couture pour toutes ces apprenantes. Cette activité s'inscrit sûrement dans la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale de l'emploi dont l'objectif premier est la création d'emplois massifs pour réduire le chômage et à contre-coup la pauvreté. Si la mise en œuvre du plan de travail annuel 2023 de l'ANPE, à travers le programme de formation-insertion de 135 apprenants en couture, contribuera, je n'en doute point, à l'atteinte des indicateurs du programme amélioration du cadre législatif et promotion de l'emploi et de façon substantielle à la concrétisation de la vision de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, son colonel Assimi Goïta. Ainsi, la ministre exhorte les bénéficiaires à plus d'abnégation, de courage, d'engagement et de rigueur, étant entendu que de leur assiduité dépendra le succès du programme. Le sucre importé est destiné au consommateur final. Pourtant, il est malheureux de constater que ces derniers temps, le sucre prend très souvent la direction des unités industrielles pour être ensuite revendu au prix fort. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Bamako vient de saisir un camion contenant 5 tonnes de sucre destiné à l'approvisionnement d'une unité industrielle. Mamadi Kone et Moulay Sidibé sont allés voir. En vue de mettre 100 000 tonnes de sucre sur le marché, le gouvernement a signé un cahier des charges avec les opérateurs économiques. Pour le suivi du respect strict des termes de ce cahier des charges, la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako a mis en place des équipes de contrôle ou brigades d'intervention qui sillonnent tous les marchés. C'est suite à une descente sur le terrain qu'un camion contenant 5 tonnes de sucre à destination d'une unité industrielle a été saisi. Dans le cahier des charges, il est clairement dit que les sucres importés sont destinés uniquement au consommateur final. Le contenu de ce camion a été vendu à une unité industrielle, alors que c'est ce qui est formellement interdit dans le cahier de charges. Donc c'est dans ce contexte que nous avons saisi le camion. Selon les responsables des services techniques, la réussite des dispositions prises par le gouvernement dépend en grande partie du respect du cahier des charges signé par les opérateurs économiques. L'opération d'importation de 100 000 tonnes de sucre, faut-il le rappeler, vise à stabiliser les prix de cette denrée sur le marché. Il y a des sanctions qui sont prévues. Maintenant, ces sanctions peuvent aller jusqu'au retrait pur et simple, c'est-à-dire du droit d'importation. Donc, il peut y avoir également des sanctions pécuniaires. Pour leur approvisionnement, la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako invite les industriels à se conformer au texte en vigueur. La Haute Autorité de la Communication a tenu ce matin une session d'échange sur son rapport de monitoring des médias sur la publicité des médicaments et autres pratiques des tradithérapeutes. Un rapport qui pointe du doigt l'implication de certains médias dans la diffusion de publicité illégale sur les médicaments. La HAC décide désormais de faire respecter la loi en matière de publicité des médicaments. Boukari Koulibaly. Hier, pratiquée par les initiés et les sages à dimension sociale, la médecine traditionnelle est aujourd'hui vulgarisée à des fins économiques. Sur les ondes des radios, les chaînes de télévision et sur les nets, on diffuse en boucle des publicités pour tromper les citoyens. C'est du moins le constat fait par la Haute Autorité de la Communication dans son rapport de monitoring des médias produit en mars et août 2023 sur la publicité des médicaments. En écoutant les radios, les télés et peut-être même les écrits physiques ou en ligne, on se rend compte de l'impact que cela peut avoir. Et nous avons appelé les faîtières des médias pour les prendre justement à témoin devant les professionnels de la santé au sens large du terme, pour que chacun comprenne qu'on ne peut pas impunément se faire de l'argent au mépris de la santé des populations. La publicité des médicaments doit être encadrée. L'instance de régulation des médias décide d'appliquer les textes y afférents. La HAC va sortir une instruction qui, bien sûr, sera fondée sur les textes législatifs et réglementaires pour inviter les médias, dorénavant, s'ils doivent faire la publicité sur les médicaments, à respecter strictement
les dispositions législatives et réglementaires et la teneur de notre instruction au risque de s'exposer aux sanctions que la loi nous autorise à faire. Dans notre instruction, on donnera un délai aux uns aux autres. Il se peut qu'il y a bon nombre de médias qui ont des contrats avec des partenaires. Il n'y a pas de souci. Mais à défaut de documents écrits express qui montrent que votre contrat de publicité va jusqu'à telle période, nous envisageons de donner jusqu'au 31 décembre. Cette démarche de la Haute Autorité de la Communication est fondée sur la loi de juin 2017 fixant le régime de la publicité ainsi que les décrets d'août 2016 déterminant les conditions de mise en œuvre des sanctions non pénales prononcées par la HAC. La 19e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière se poursuit normalement. Les équipes mixtes de l'ANASER et de la sécurité installées sur les tronçons jouent pleinement leur rôle de sensibilisation. C'est le constat fait par la mission de supervision ANASER, gendarmerie, police nationale. C'était en compagnie de notre équipe de reportage composée de Ba Traoré et Mamadou Sidibé. Mission conjointe de supervision ANASER gendarmerie sur les axes routiers conformément au thème de la semaine dédiée à la sécurité routière. Ce thème est la sécurisation du transport public des personnes. Le checkpoint de Tienfala sous le tronçon Bamako-Koulikoro constitue la première étape de cette visite de contrôle. Ici, les agents de l'ANASER appuyés par une équipe de la gendarmerie sont à pied d'œuvre. Aucun minicar ou bus de transport ne passe inaperçu. Il s'agit pour nous de sensibiliser, sinon réprimer les infractions avérées. Parmi ces infractions, en tout cas concernées pour cette opération, il y a l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, les surnombres, les surcharges, et la conduite en état d'ébriété également. Sur l'axe Bamako-Ségou à la sortie de la ville à Marakakungo, c'est le même exercice. Les équipes sont chargées de sensibiliser et les contraventions sont payées pour des infractions comme la surcharge ou le défaut de carte grise. Nous avons constaté, en ce qui concerne la direction de transport, que beaucoup d'engins circulent aujourd'hui avec des cartes grises expirées. Des véhicules en très mauvais état qu'on a vu sur la route de Koulikoro et qui pourtant détiennent le contrôle technique. Cela nous interpelle aussi. Tout comme en rase campagne, la mission de contrôle et de sensibilisation est effectuée en milieu urbain où policiers et agents de l'ANASER s'emploient à sensibiliser les usagers. Nous avons été satisfaits globalement parce que des cars que nous avons arrêtés, nous avons constaté que la plupart respectent les limites de vitesse réglementaires, autrement dit les 90 km/h. Malheureusement, nous avons également constaté des cars qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la réglementation, notamment des cars pour lesquels les documents de transport ne sont pas à jour et les cars pour lesquels nous avons remarqué avec une grande tristesse d'ailleurs qui sont un surnombre de personnes. Nous les avons sensibilisés, mais nous ne sommes pas limités seulement à la sensibilisation, nous les avons également sanctionnés. Donc avec la gendarmerie, nous avons distribué des amendes pour les contrevenants aux règles de la circulation routière. Même si l'activité s'inscrit dans le cadre de la 19e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, l'élan de sensibilisation sera maintenu, a rassuré le directeur général de l'ANASER. Rencontre à Tombouctou entre les responsables de la sécurité des agences des Nations Unies et les membres des forces de défense et de sécurité maliennes. L'objectif est de mieux coordonner leurs efforts afin que les organisations onusiennes puissent travailler dans la quiétude. Najim Baba Sissé, Marloud Tandina. Au centre des échanges de cette rencontre entre responsables de sécurité, des organisations humanitaires onusiennes et leurs homologues des forces de défense et de sécurité figure la bonne coordination entre ces acteurs. La question de l'inaccessibilité d'une partie de la zone du Gourma et enfin la sécurisation du personnel onusien et leur cadre de travail dans la région. On a eu des échanges très positifs. Il y a une coordination humanitaire qui était très forte ici à Tombouctou. En fait, on va continuer à soutenir et continuer à s'adapter pour la délivrance de l'aide humanitaire. Après des échanges francs dans la plus grande collégialité, les acteurs onusiens sont rassurés par les autorités régionales qui affirment avoir pris des dispositions utiles dans ce sens. Conformément
aux instructions de nos plus hautes autorités du pays. Je réitère l'assurance aux humanitaires et les agences partenaires du gouvernement dans l'exercice de leur mission. Nous sommes à Tombouctou ici, les dispositions sont en cours. Comme d'ailleurs vous avez constaté au niveau de la ville, il y a eu le redéploiement des agents de police pour assurer la sécurisation des personnes et leurs biens, assurer la circulation. Nous apprécions vraiment votre mission. Alors je pense que dans les jours à venir, chacun de nous, les couloirs humanitaires vont s'ouvrir et que tout le monde va pouvoir vaguer à tout ce que vous avez évoqué comme souci de sécurité, c'est la préoccupation de tout le monde et vraiment nos femmes sont en train de veiller à cela nuit au jour que Dieu fait. Cette rencontre a permis à ces différents responsables d'être bien requinqués sur la situation sécuritaire de la région. Avis aux collectivités qui continuent à délivrer des actes provisoires sur le foncier. La pratique est interdite par la loi, la nouvelle loi domaniale et foncière qui prévoit des sanctions administratives et pénales à l'endroit des contrevenants. Selon le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, ces actes sont remplacés par des titres individuels décernés par les services des domaines. Je vous propose d'écouter Imran Abdoulaye Touré sur le plateau de l'invité de la semaine. Il répond aux questions de Yaya Konati. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de mesure de suspension en ce qui concerne l'accès à la terre. Seulement, ce qui existe aujourd'hui, en ce qui concerne les collectivités territoriales, depuis l'adoption de la nouvelle loi domaniale et foncière, les collectivités territoriales ne peuvent plus délivrer des titres provisoires, ce qu'on appelle avant permis d'occuper, lettre d'attribution, concession urbaine et rurale à usage d'habitation. Si on affecte une terre à une collectivité, elle doit faire le morcellement, décider de qui sont les attributaires des parcelles, par une délibération du conseil communal, prend une décision pour dire que X, Y, Z sont attributaires. Et cette liste-là et cette décision est transmise au service des domaines qui vont créer les titres individuels de chaque parcelle et les intéressés vont se présenter devant le service des domaines, payer les droits. Voilà, c'est-à-dire que le prix du terrain avec les droits qui vont avec. Donc les titres qu'on délivrait avant sont d'une époque révolue maintenant. Les actes de propriété provisoire sont exactement révolus. Voilà l'invité de la semaine à suivre après le PMU Mali. Sport football, éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Mali reçoit demain au stade du 26 mars à 19h le Soudan du Sud. Au compte de la 6e et dernière journée, les Aigles du Mali, déjà qualifiés, tenteront de conforter leur première place du groupe G. Silagatou Sissé nous présente l'avant-match Mali-Soudan du Sud. Avec 12 points au compteur, les Aigles du Mali, premiers du groupe G, préparent déjà leur valise pour la CAN en janvier-février en Côte d'Ivoire. Cette 6e et dernière journée, ce vendredi, face au Soudan du Sud, 4e 3 points hors course contre Côte du Beurre. Il s'agira pour les hommes du sélectionneur Eric Sekouchel de terminer en beauté ces éliminatoires et surtout en tête du groupe. Toute chose qui confortera le coefficient du Mali dans le prochain classement FIFA et CAF. Ce Mali-Soudan du Sud sera le 6e face-à-face, toutes compétitions confondues, entre les deux sélections. Les Aigles totalisent 5 victoires, 14 buts marqués contre un seul au Soudan du Sud. Au match aller le 9 juin 2022, le Mali avait gagné 3 buts à 1 sur des réalisations de Mohamed Kamara Tchamanké, Sékou Koïta et Aliou Dieng. Un peu plus d'un an, les retrouvailles avec le même adversaire au stade du 26 mars s'annoncent festives et colorées. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.